L'histoire coloniale africaine nous amène parfois à s'intéresser à ce qui se passe dans les métropoles d'hier. Donc si vous êtes de l'Afrique francophone par exemple, l'actualité française pourrait vous parler de temps à autre, et aussi surtout parce que beaucoup d'entre nous vivent ou séjournent dans le pays d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, justement, a annoncé il y a 48 heures, le 9 juin 2024, qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Il a annoncé la dissolution de l'Assemblée. Et cela répond au vote du Parlement européen, où il a enregistré une déculottée mémorable, une raclée absolue, au profit du Rassemblement national. C'est une humiliation. Il a recueilli à peine 15%, même pas, des voix, contre environ 31% pour la liste du Rassemblement national, ce qui fait que le Rassemblement national a 30 sièges et Emmanuel Macron n'a même pas la moitié de ces 30 sièges-là. Lui et la coalition de partis, enfin la liste que représentait sa candidate Valérie Yeye. Donc c'est une humiliation et ça fait que c'est l'actualité dominante en France actuellement. La dissolution de l'Assemblée nationale, en fait l'actualité aurait dû être la fessée en elle-même, mais l'actualité est surtout marquée par la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est le, comment dire, le tsunami du moment. Et c'est ce qui anime les conversations dans les télés françaises à l'heure où je vous parle. Petite parenthèse, il y a des gens qui estiment que c'est un superbe coup tactique parce que Emmanuel Macron se remet au devant de la scène et on parle davantage de sa décision que de la bastonnade en elle-même qu'il a subie, même si la décision est une conséquence. Ce qui va nous intéresser ici, fin de la parenthèse, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'analyser ces résultats-là, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi surtout ce n'est pas une surprise. J'ai envie de dire que s'il y a quelqu'un qui est surpris par la raclée qu'il vient de subir, cette personne-là devrait faire un tour chez le psychiatre parce que la surprise en fait aurait été que Emmanuel Macron et la liste en tout cas la liste qu'il défendait, ait un résultat positif ou voilà, rafle la première place. Ça aurait été la surprise. Et la surprise, c'est le fait même que Emmanuel Macron soit le président des Français en 2024, dont le fait qu'il a été réélu en 2010, en 2022 est une surprise totale. Et le fait déjà qu'il a été élu en 2017, pour moi, ça relève du paranormal. Il n'y a rien qui explique ça, rien de rationnel. Bon, la surprise, elle est plutôt de ce côté-là. Nous allons donc analyser la chose sur deux grilles. Pourquoi je dis que ce n'est pas du tout une surprise et pourquoi c'est le Rassemblement national qui rafle la mise. Ça, ce sera la deuxième grille de lecture. Cette deuxième grille de lecture est importante parce qu'il faut considérer que Emmanuel Macron peut très bien perdre les européennes sans que ce ne soit au profit de l'extrême droite. Mais pourquoi c'est l'extrême droite qui aujourd'hui s'est taillé la part du lion? Ce sera donc cela nos deux grilles d'analyse. Donc sur la première grille, nous démarrons en disant que oui, ce n'est pas du tout une surprise. Pas du tout, pas du tout. Moi, ce qui me surprend, c'est que le président de la France s'appelle Emmanuel Macron. Souvenez-vous, en 2018, à peine plus d'un an, un peu plus d'un an après qu'il soit réveillé au pouvoir, la crise des Gilets jaunes a démarré. La crise des Gilets jaunes démarre, et dans les revendications des Gilets jaunes qui partaient sur l'augmentation des prix du carburant, on a eu une métastase où on s'est mis à revendiquer l'amélioration des conditions de vie de manière globale. Par exemple, la réinstauration de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF qui existait depuis 89 et qui a donc été supprimé par Emmanuel Macron et son premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, et qui a permis donc aux plus riches en France d'épargner énormément, ce qui n'a pas fait du bien au trésor public, ce qui a fait des rentrées fiscales en moins qui auraient pu permettre d'améliorer l'infrastructure sociale en France avec tous les problèmes qu'on connaît, notamment auprès des couches sociales les plus défavorisées. Donc, la contestation des Gilets jaunes portait sur cela. Emmanuel Macron a refusé de réinstaurer l'ISF qu'il avait supprimé. Il a plutôt plaidé pour l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière, qui n'est pas du tout la même chose parce que quand vous êtes taxé sur votre patrimoine immobilier, ce n'est pas pareil que si on intervient directement sur votre cash. Vous pouvez avoir énormément de cash et un patrimoine immobilier faible
pour jongler et économiser. Ça a permis donc aux fortunés en France de voilà, se lécher les babines avec plaisir parce qu'ils pouvaient garder ce qu'ils auraient pu payer en sortie fiscale. De l'autre côté, les Gilets jaunes revendiquaient également des projets comme le référendum d'initiative citoyenne. On le voit dans certains pays. La Suisse, par exemple, on procède par votation où, lorsque la population porte une revendication, un certain nombre de signatures est requis qui permet justement à la question d'être posée sous une forme de démocratie directe au Parlement ou auprès de la foule directement. La France, justement, d'Emmanuel Macron n'a pas approuvé ce projet. Il a plutôt plaidé pour consolider le référendum d'initiative partagée, qui n'est pas du tout pareil parce qu'il implique l'intervention d'un élu ou d'élus pour faire passer un projet. Ce n'est plus de la démocratie directe. Donc, il y avait énormément de questions, ça englobait toutes les sphères de la société, des gilets jaunes, et beaucoup n'ont pas trouvé de réponse. Si on ajoute à cela les violences qu'on a eues, il y a eu plus de 20 000, 30 000 blessés environ, une dizaine de morts. Voilà, donc certes, c'est beaucoup mieux que ce qui se serait passé dans mon pays, le Cameroun, par exemple, toute proportion gardée avec une revendication similaire sous Paul Biya, certes, mais pour un pays comme la France, pays de droits de l'homme, pays de démocratie, blablabla, c'est assez surprenant qu'il y ait eu un tel carnage. Voilà, à la suite de revendications populaires, même si évidemment, ça n'a pas toujours été l'innocence absolue du côté de ceux qui contestaient. Donc, ces remous-là et l'absence de réponse inappropriée d'Emmanuel Macron m'avaient convaincu qu'il ne serait pas réélu. Il ne serait pas réélu. Ensuite, on a eu en 2020 la crise sanitaire. Moi, je ne sais pas. C'est peut-être moi l'idiot. On nous enseignait que, enfin, on nous a enseigné pendant le Covid que subitement, la chloroquine était le pire des médicaments. Je ne veux pas argumenter sur le fait que ça pouvait soigner le Covid. Supposons que ça ne pouvait pas soigner le Covid, mais une propagande politique plus que médicale de tous les instants nous a mis dans la tête que la même chloroquine que eux-mêmes ont fabriquée, que nous avons pris en Afrique pendant toute notre enfance, sans dommage, je me porte très bien, je suis malade une fois tous les 18 ans, cette chloroquine-là est subitement devenue le pire médicament du système solaire. Elle donnait des crises cardiaques, elle donnait même littéralement le VIH, fallait pas prendre la chloroquine. On enfermait des gens comme des prisonniers pendant des mois, pendant presque 2 ans, sur des motifs absurdes d'une maladie qui n'était pas assez létale pour justifier cet enfermement. Parce que la problématique n'était pas les contaminations. La problématique, c'était quand j'ai le Covid, quelle est la probabilité que j'ai de mourir, surtout si je suis jeune, et la probabilité d'une faiblesse inouïe. Le Covid n'est pas plus meurtrier que beaucoup de maladies que nous avons au quotidien et qui nous tuent avec une rapidité 1000 milliards de fois supérieure. Mais à cause du Covid, qui ne tuait pas tant que ça, quand vous étiez contaminé, on faisait comme si contamination égale décès. Sans compter qu'on prenait n'importe quelle maladie. Si vous avez une maladie et que vous êtes à l'article de la mort, il suffit que vous attrapez le Covid et on dira c'est le Covid qui vous a tué. Donc on ne mourrait plus d'autre chose pendant le Covid. Dès qu'il y avait un mort dans l'hôpital, c'était un mort Covid. Dès qu'il y avait, vous êtes percuté par une voiture, c'est le Covid. Et donc on a enfermé des gens. Et à partir de là, je ne comprenais pas que en 2022, les Français puissent réélire un individu comme celui-là. Non, ça, je ne le comprenais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je ne comprenais pas. Parce que les mesures étaient idiotes. À l'échelle européenne même. Mais puisqu'on parle de la France, restons-y. Vous entriez dans le TGV où il fallait présenter le pass vaccinal. Vous entriez dans le métro, il n'y avait pas de pass vaccinal, sachant que dans le métro, il y a infiniment plus de gens qu'à l'extérieur. Enfin, que dans le TGV. Je ne comprenais pas que dans le TGV, vous devez présenter alors que chacun est sur sa chaise, son siège, et qu'il y a moins d'embouteillage que dans le métro, on se bouscule comme des sardines dans une boîte. Les Camerounais sauront de quoi je parle. Sans compter le fait que pour boire le café, on vous disait il faut boire debout. Parce que si vous buvez ici, il y a le Covid. Mais si vous buvez debout, ça ira. Et parfois, quand tu prenais le train, à un moment donné, si quelqu'un prend le train de Paris à Francfort, vous arrivez à la frontière avec l'Allemagne. En Allemagne, on vous dit mettez le masque.
En France, bon, à un moment donné, il n'y avait plus le masque, donc une impossibilité de coordination entre deux pays. Vous êtes parti de Paris, gare de l'Est, avec quelqu'un dans le train. Vous arrivez à la frontière après Strasbourg ou Saarbrücken. On vous dit de mettre le masque. Donc, en gros, le Covid était endormi pendant que vous étiez sur le territoire français et quand vous arriviez en Allemagne. Le Covid se réveillait et découvrait que, ah tiens, maintenant, il faut que je sévisse. Je suis en Allemagne, là, je suis dans mon secteur de compétences, dans ma juridiction, dont là, je dois intervenir. Ces absurdités-là, cette incapacité à se coordonner, cette bêtise intra-européenne, m'a convaincu que, bon, les Français ne vont quand même pas voter pour des gens aussi incompétents pour une bêtise pareille. C'était du bêtisier, c'était mais le collège fou. Ils ont voté pour Emmanuel Macron. Je n'ai pas compris, certes, c'est l'abstention qui a principalement gagné, mais j'étais un peu choqué. Donc c'est plutôt si on n'avait pas voté pour lui que j'aurais été surpris, comme je dis. C'est-à-dire, c'est ça qui m'aurait surpris. Maintenant, dans la foulée, vous avez eu la première ministre Elisabeth Borne qui a battu tous les records du 49.3 possible. La réforme des retraites disputée depuis 1000 milliards d'années, contestée par tout le monde, on l'a passée en force avec le 49.3. La population te dit je ne suis pas d'accord avec ta réforme, il s'y oppose majoritairement. Toi, tu te dis je suis plus intelligent que ces gens-là, je vais passer en force. Tu utilises le 49.3. Si vous enlevez Michel Rocard, qui était Premier ministre entre 88 et 91, et qui a utilisé le 49.3 28 fois, Elisabeth Borne, totalement bornée, détient la première place parce qu'elle a utilisé le 49.3 23 fois, c'est-à-dire plus d'une fois par mois qu'elle utilisait le 49.3. C'était Madame 49.3, une calamité ministérielle incroyable. C'est, je ne sais pas, l'une des pires femmes politiques de l'histoire de France. Donc, vous avez, comment dire-vous, dégoûté dans la population avec ce genre de mécanisme et vous attendez à ce qu'on vote pour vous. Bon, on a voté pour eux malgré tous les couacs que je suis en train de signaler. Et pour moi, la surprise était là. Je me disais, pourquoi? Pourquoi les Français font ça? Est-ce qu'ils sont stupides à un tel niveau? Pourquoi est-ce que ils le font? Donc, voilà. Maintenant, deuxième grille de lecture pour compléter, c'est la raison pour laquelle c'est le Rassemblement national maintenant qui rafle la mise. Pourquoi c'est pas la France insoumise? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? La réponse est simple, c'est à cause d'Emmanuel Macron lui-même. Ils ont fait un jeu pervers en France où ils ont réduit le temps d'antenne des autres acteurs politiques. Avec Emmanuel Macron, n'aurait eu aucune chance de gagner. On peut leur reprocher ce qu'on veut, mais imaginez un débat factuel entre François Asselineau et Emmanuel Macron. Qui est le plus cultivé? Qui est le plus solide? Qui a le plus de vécu, le plus d'expérience, le plus de consistance argumentative sur les dossiers techniques de l'État? C'est François Asselineau, évidemment. Et là, je prends au hasard. Prenez Jean-Luc Mélenchon. On peut lui reprocher sa fougue, sa folie, tout ce que vous voulez. Dans la connaissance des dossiers et la technicité du débat, si on enlève le côté je m'emporte, dans un débat avec Emmanuel Macron n'a aucune chance. Je dis aucune chance. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne le verrez pas débattre avec ces gens-là. La stratégie d'Emmanuel Macron était donc simple. Je vais faire tout pour que le Rassemblement national soit toujours derrière moi et que je me retrouve toujours confronté à lui. Donc, je vais leur donner une tribune, je vais y encourager à ce qu'il soit ce qu'on entend le plus en période de creux, pour qu'en période électorale, je dise aux Français, attention, ne votez pas pour cela, ne votez pas pour Satan. C'est Lucifer, Marine Le Pen, c'est Belzébuth, c'est... Voilà, c'est le démon, c'est Satan, ne votez pas pour le Rassemblement national. La France ne va quand même pas devenir extrémiste. Ça permet à ce que dans un débat, vous réduisez le Front National, Rassemblement National aujourd'hui, à son côté extrémiste et que les Français, même si vous ne faites pas campagne, on se rappelle qu'il s'est caché d'ailleurs derrière la crise sanitaire en 2022, ce que lui a d'ailleurs reproché le Rassemblement national, parce qu'il savait que bon, j'ai Marine Le Pen en face, ça ira, à part dire que les immigrés ne sont pas les bienvenus et sont la cause de tous nos malheurs, elle n'a aucune compétence, donc je vais gagner, comme en 2017. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est un jeu pervers. Parce qu'à force de le faire, tu joues avec
le feu. Le Rassemblement national a pu surfer maintenant à son tour sur quelques éléments en interne qui ont fait que les Français se sont tournés vers eux. Au-delà du racisme, parce que il y a un racisme latent dans toutes les sociétés européennes et la France n'est pas exclue, il y a des domaines factuels sur lesquels, que ce soit Éric Zemmour de Reconquête ou encore Jordan Bardella, Marine Le Pen, s'appuient pour crédibiliser leur argumentaire. Ils sont certes incompétents sur le fait qu'il faut expulser tous les étrangers, c'est impossible. Si vous avez, supposons à tout hasard, 1 million d'étrangers en France, 1 million de sans-papiers, pour louer des places dans les avions, les compagnies aériennes pour tous les rapatrier, il faut de l'argent parce qu'aucune compagnie ne va vous permettre, ne va vous laisser y remplir ces sièges et lui causer un manque à gagner sans compensation. Non, vous allez payer. Vous allez payer le carburant si les destinations sont plus loin que les destinations qu'elles desservent d'habitude. Vous allez payer vous allez payer justement les sièges passagers, vous allez payer les bagages, vous allez tout payer. Ça coûte très cher. Surtout, ce sera des voyages ponctuels dont le jour J, sans réservation préalable, donc ça va coûter cher. Très cher, vraiment très cher. Vous allez devoir payer le travail de recherche pour les débusquer. Comment dire, occuper les forces de l'ordre à faire de la traque aux migrants, ce qui, au demeurant, va très mal passer. La France va passer officiellement pour ce qu'elle n'est pas. Une partie de la France peut l'être, raciste, fasciste, tout ce que vous voulez, mais la France, si le gouvernement emploie une telle stratégie, ça deviendra compliqué. On sera dans le Reich, l'hitlérisme évident. Donc il faudra procéder à la chasse à l'homme, traquer tous les sans-papiers, faire des contrôles systématiques tous azimuts à travers les villes de France, et enfermer les sans-papiers maintenant dans des camps pour les faire voyager. Et après, sauf que quand vous les enfermez, il faut payer ces camps-là. Il faut créer ces structures-là qui doivent être équipées de sanitaires qui fonctionnent, d'une infirmerie qui fonctionne, avoir de la nourriture de bonne qualité qui fonctionne, loger ces gens, habiller ces gens, les soigner, voilà. Et aussi les pôles de distraction, parce qu'ils vont pas rester, voilà, ils vont pas rester comme des criminels, comme des bandits de grand chemin. Il faudra bien que leurs enfants puissent s'amuser. Il faudra, voilà, aussi l'instruction. Si c'est des mineurs, ils ont des enfants mineurs qui puissent aller à l'école le temps qu'on les rapatrie. Il va falloir également payer, comment dire, négocier avec les ambassades pour le laisser passer, pour que ces gens-là puissent être acceptés, parce que l'ambassade d'un pays doit dire oui, que j'accepte de les recueillir. Ils peuvent dire non, je veux pas recueillir la poubelle française, c'est-à-dire des gens qui, aux yeux de la France, sont des criminels, des délinquants, et nous on les accueille comme ça. Donc c'est compliqué à réaliser, ça c'est clair, que de ce point de vue, le Rassemblement national et tous les partis d'extrémistes, enfin d'extrême droite, parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas, mais ça contente la population, ça sonne très bien. Les immigrés doivent partir, ils doivent s'en aller, ils sont trop nombreux, les sans-papiers, il faut les rapatrier. Ça sonne très bien, mais c'est même si c'est réalisable, c'est difficilement réalisable. Il est important d'insister dessus. Cependant, les éléments factuels sur lesquels le Rassemblement national s'appuie, c'est quand même que il y a une réponse pénale faible face à la délinquance étrangère. Certes, il y a les délinquants, il y a des Français délinquants, il y a tout ce qu'on veut, et la réponse pénale est aussi pas toujours appropriée pour eux. Il y a même des célébrités qui font n'importe quoi et qui ne sont pas punies. Mais quand vous faites la même chose face aux étrangers, vous nourrissez les ressentis des locaux. C'est-à-dire, si un étranger, vous imaginez un immigré d'un pays d'Afrique du Nord vient, agresse une femme dans le RER, viole une femme quelque part en Seine-Saint-Denis, et que, voilà, quelque temps après sa pseudo-incarcération, il est relâché et il récidive, le Rassemblement national va s'appuyer dessus, et il a raison, et dire que, bah, déjà, de un, les étrangers ne doivent pas venir ici commettre des crimes, commettre, voilà, des choses comme ça, agrandir l'insécurité en France. Ils sont en France, ils doivent se plier, ils doivent au moins comment dire, participer à la sécurité dans leur pays d'accueil. Voilà, il n'y a aucune raison à ce qu'ils assassinent, qu'ils tuent, qu'ils violent, qu'ils cambriolent. C'est inacceptable. Et si maintenant la réponse pénale est faible, évidemment, vous allez encourager les Français à voter pour le Rassemblement national. Donc, et je trouve aussi à titre personnel que dans ces pays-ci, les vrais criminels, que ce soit français ou étrangers, les vrais criminels, on pense plus à les défendre qu'à les condamner.
Moi, j'estime que quelqu'un qui est dangereux, un violeur, un tueur, un égorgeur, un assassin, bah, c'est la prison à vie. Il n'y a pas à tergiverser dedans. Il n'y a pas de remise de peine pour bonne conduite. Il n'y a pas... Non, il va récidiver. Les tueurs, je sais pas, quelqu'un qui a ôté la vie, qui a égorgé, qui, je sais pas. Vous avez des gens, je sais pas, je sors avec ta sœur parce que tu ne veux pas qu'elle épouse quelqu'un qui n'est pas musulman, par exemple, tu l'égorges. Non, il y a des musulmans, l'essentiel, la quasi-totalité des musulmans vivant en France se plient aux lois de la France, mais il faut que les musulmans qui font, au nom de la religion soi-disant, des actes de barbarie soient punis conformément à leurs actes. Pareil pour les étrangers d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, d'Afrique subsaharienne, du Cameroun, d'Éthiopie, ce que vous voulez. Il faut que la réponse pénale face à des crimes aussi ignobles soit proportionnelle. Et il faut aussi que les Français, parce qu'il faut de l'équilibre, quand on dit équité, tout le monde doit être puni de la même manière. Il faut que les Français qui commettent ce genre de crimes soient aussi punis. Ça permet de tuer les ressentis. Donc voilà, il faut... bon, ça c'est ce qui a donc permis au Rassemblement national d'avoir le vent en poupe. Et évidemment, la faute à Emmanuel Macron de n'avoir pas géré, je sais pas, les flux migratoires ou d'avoir mené une mauvaise politique migratoire. D'un côté, vous avez le Rassemblement national qui dit il y a trop d'immigrés, il y a enfin trop de régularisation, mais qui procède par un jeu pervers où, plutôt que de rejeter la faute sur Emmanuel Macron, rejette la faute sur les immigrés. Si les immigrés viennent en France, c'est parce que les frontières sont ouvertes. Ils n'y peuvent rien s'y ouvert, dont ils viennent, on les accueille, dont ils viennent. Si la France décide de fermer sa frontière aujourd'hui, les immigrés ne viendront pas. Elle peut contrôler, elle peut décider de contrôler. Donc, on se replie sur les immigrés, ça crée donc des ressentis auprès du français, Jean Clavier, Philippe Lapoire, le Normand ou je ne sais pas, qui dit, bon, il y a trop d'étrangers chez nous, si à cause, il y a trop d'étrangers chez nous, mais si on vote le Rassemblement national, ils vont mettre sur pied des politiques qui feront qu'il y aura moins d'étrangers. Or, s'ils étaient focalisés sur les mesures d'Emmanuel Macron, ils auraient pu dire, bon, Emmanuel Macron, on doit lui demander de durcir éventuellement les mesures d'accueil des étrangers ou la facilité d'accès à l'intérieur du pays. Donc ça favorise dans l'émergence du Rassemblement national, qui considère que on est soumis au diktat de Bruxelles, qui fait que les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen sont ouvertes et donc celui qui veut pas entrer et sortir, ce n'est pas contrôlé. Donc c'est une politique inféodée et la France brade sa souveraineté aux instances européennes. C'est ce que dit notamment Jordan Bardella, Marine Le Pen et consorts. Bon, évidemment, eux-mêmes, quand ils en ont l'occasion, ils votent pour les mêmes mesures. Mais ils nourrissent à l'intérieur de la France un narratif selon lequel, voilà, les étrangers pillent pas peau. Donc, ça c'est d'un... Bon, évidemment, il est quand même important que j'ouvre la parenthèse en disant si les étrangers sont là, c'est la faute de la France elle-même. Quand elle est allée piller les pays africains, on ne lui avait rien demandé. Quand elle a voulu obliger le Laos, le Cambodge, le Vietnam, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Burkina Faso, tout ça à rester dans le giron de la France, on ne lui avait rien demandé. Quand elle est venue puiser les forces africaines pour aider le général de Gaulle à chasser Adolf Hitler dans les années 40, on ne lui avait rien demandé. Quand elle est allée assassiner Kadhafi au nom de la démocratie, on ne lui avait rien demandé. C'est les retombées de tout cela qui font que ce que tu as produit, comment dire, le crachat que tu as émis en direction du ciel finit par te retomber à la figure. Donc c'est une politique profonde de réflexion que la France doit mener, que ce soit le Rassemblement national ou le parti d'Emmanuel Macron, doit mener pour, comment dire, se faciliter elle-même la vie. Ça passe par un meilleur aménagement de la politique internationale entre elle et l'Afrique, et ça passe par une meilleure organisation de la politique intérieure. Parce que quand l'argent est mal géré, quand l'impôt sur la fortune est supprimé, quand, comment dire, tout est fait pour favoriser les privilégiés, et pendant que les pauvres sont plus pauvres et plus nombreux, les riches sont plus riches et moins nombreux, évidemment, vous créez les conditions où le français lambda est dans une misère qui le pousse à chercher des boucs émissaires. Donc, il faut à un moment donné aussi réguler la politique interne pour que les Français du quotidien ne cherchent plus une excuse à leur malheur. Donc c'est un sujet vaste. Mais voilà les éléments sur lesquels le Rassemblement national s'est donc appuyé pour arriver aux élections aujourd'hui. Sans compter que, bon,
Emmanuel Macron était déjà minoritaire au Parlement, ce qui a d'ailleurs poussé à utiliser les 49.3 tous azimuts. Donc voilà un peu la grille, la double grille de lecture où je ne suis absolument pas surpris vu qu'Emmanuel Macron a fait beaucoup de bêtises tout au long de son quinquennat. Je ne parle même pas de ses petites phrases, de son arrogance incroyable, du problème qu'il y a eu avec la branche énergie d'Alstom qu'il a vendu d'abord dans un premier temps à l'American General Electric, de cette impression de vouloir brader la souveraineté française, de l'impression qu'il véhicule de manière de plus en plus poussée, de plus en plus évidente, à faire de la France une sorte de province européenne. Ça n'a pas l'air de très bien passer auprès des opinions locales qui veulent garder leur identité française, qui veulent une Europe des nations plutôt qu'une Europe des provinces. Et donc, ça permet au Rassemblement national d'avoir le vent en poupe. Maintenant, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron cherche à faire avec ça? Les gens ont cherché à chercher les gens ont cherché des réponses exclusives. Or, Emmanuel Macron joue sur plusieurs tableaux. C'est du en même temps, comme lui-même il dit. Dans un premier temps, il se dit, ça peut provoquer un sursaut d'orgueil ou par miracle. C'est compliqué, je ne pense pas, d'ailleurs personne vraiment ne le pense, mais par miracle, je rafle la majorité absolue au Parlement français. Et voilà, je règne, je dirige désormais, j'ai tout remis à l'ordre parce qu'il y aura un vote de sanction contre le Rassemblement national. Et donc, c'est bon. En même temps, il se dit, même si je n'ai pas la majorité absolue, et que je perds même des sièges, et que c'est le Rassemblement national qui rafle la mise, et qui a la majorité absolue, ou alors qui voilà, agrège des coalitions qui lui permettent d'avoir la majorité absolue, nous allons aboutir à une cohabitation comme sous François Mitterrand en 86, Édouard Balladur, Jacques Chirac, on sort, comme sous Jacques Chirac justement en 97 avec Lionel Jospin jusqu'aux élections de 2002. Et grâce par la cohabitation, je vais mettre le Rassemblement national devant les affaires de l'État. Il y a Jordan Bardella qui, voilà, à part parler, à part discourir, n'a jamais exercé une fonction réelle de sa vie, n'est pas académiquement parlant très avancé, et donc c'est certainement un incompétent, encore plus incompétent que moi. C'est l'analyse d'Emmanuel Macron. Ce qui est possible, parce que oui, le Rassemblement national, dans les dossiers techniques de l'État, ils sont incompétents. Vous avez vu Marine Le Pen dans le débat avec Emmanuel Macron, elle s'est débrouillée à être encore plus incompétent que lui. Vous avez vu la même Marine Le Pen en 2017, c'était le chaos total, mais c'était oh là là. Donc, et vous voyez d'ailleurs, même dans les débats, c'est la même problématique d'Éric Zemmour. Quand vous enlevez le mot immigré, quand vous enlevez le mot, quand vous enlevez les phrases bateau, et quand vous passez dans la concrétisation de la résolution des problèmes, c'est faible, c'est beaucoup moins fougueux, c'est beaucoup moins virulent, les mesures sont beaucoup plus timides que quand il s'agit de dire les immigrés, il y a tel nombre d'immigrés, ils doivent partir, il faut redonner le pouvoir d'achat aux Français, il faut... Quand vous sortez des phrases préfabriquées, ça devient faible. Et donc Emmanuel Macron calcule que je peux remporter la majorité absolue et résoudre tous mes problèmes d'un coup, parce que le Rassemblement national aura perdu, ou parce que les coalitions se seront agrégées à moi contre le Rassemblement national, et j'aurai une belle majorité. Bon, c'est mal parti de ce côté-là, parce que même les républicains qui disent souvent non à ces motions de censure, aux motions de censure déposées par le Rassemblement national et la Française insoumise, les Républicains, aujourd'hui, M. Ciotti vous dit, moi, non, hors de question, je ne vais pas m'allier Emmanuel Macron. Bon, mais il se dit quand même que, bon, par miracle, je peux rafler la majorité absolue. Et en même temps, je ne rafle pas la majorité absolue. Le Rassemblement national rafle la majorité absolue, ou du moins sa coalition permet de lui donner la majorité des sièges. Ils ont donc les 51 plus % au Parlement. Et voilà, ils peuvent élire un Premier ministre. Enfin, la Constitution m'oblige à désigner un Premier ministre issu de l'opposition. Donc, je vais nommer le Premier ministre du RN, en l'occurrence Jordan Bardella. Enfin, peu importe, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, peu importe. Ce sera quelqu'un d'incompétent qui va plonger la France dans une obscurité, mais abyssale. Ce sera compliqué. Regardez Stéphane Séjourné, le ministre
affaires étrangères, quand il parle, vous avez mal à la tête. Lui, en plus d'être vide sur le plan de son département ministériel, comparé à Sergei Lavrov, par exemple, le ministre des Affaires étrangères russe, vous avez un abysse de charisme, un différentiel de présence et de compréhension et d'affirmation géopolitique incroyable. Quand on regarde Stéphane séjourner justement au ministère des Relations extérieures actuellement, on en rigole et on a hâte que son séjour se termine assez vite. Donc, vous aurez donc le Rassemblement national qui va se débrouiller et être plus incompétent que ces gens-là, et où les Français vont dire dans 3 ans, oula, après ce qu'on vient de voir, mais non, ces gens-ci, mis à part l'immigration, oula là là là, ce qu'ils ont fait de la France, hors de question. Donc c'est ce qui risquerait d'arriver. Oui, les partis d'extrême droite ont le vent en poupe un peu partout en Europe, en Autriche, en Hollande, le FPE, le Freiheitspartei Österreich, le AfD en Allemagne, Alternative für Deutschland, les frères d'Italie, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, ou encore maintenant ici le Rassemblement national de Marine Le Pen. Oui, mais ce n'est pas si effrayant que ça de mon point de vue, parce que rien de nouveau sous le soleil. Emmanuel Macron, dans le cas de la France, a nourri lui-même comment dire, les germes de sa décadence. En Allemagne, Olaf Scholz, en plus de manquer totalement de charisme et d'une incompétence absolue. Déjà, ils ont du mal à s'entendre au sein de leur coalition, avec le FDP, dont le Parti libéral, ou encore les Verts. Ils ont du mal à s'en sortir, et donc les dissensions internes ont fait que la crédibilité est perdue, tant et si bien que l'AfD prend la deuxième place. Mais regardons aussi le parti de Sarah Wagenknecht, la BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, qui vient d'arriver, qui n'existait pas encore il y a un an, et qui rafle quand même 6% des sièges. Donc ce n'est pas une problématique d'extrême droite en soi, c'est une problématique de perte de crédibilité comment dire, des instances actuelles, et dont le discours de l'extrême droite est favorisé parce que c'est facile, ils ne sont pas au pouvoir, ils peuvent dire les étrangers, les étrangers, les étrangers. Mais on aboutit à un horse, à un pic qui peut ne plus monter. Depuis que Giorgia Meloni est au pouvoir en Italie, bon, c'est un peu moins virulent. À l'époque, c'était costaud. Matteo Salvini, Giorgia Meloni, on entendait, voilà, c'était genre, on va tout casser, mais quand on arrive, c'est fini l'Europe, c'est l'Italie avant tout. Or, maintenant, pas tant que ça. Il y a même des ouvertures où vous avez un appel à 400 000 personnes que l'Italie réclame du point de vue de la main-d'œuvre, du point de vue de ceci. Donc, il y a la réalité politique qui rattrape. Donc, je ne pense pas que nous sommes aux portes d'une, d'un chaos mondial avec la montée des extrémismes. Je pense qu'on est arrivé à un pic qui ne peut pas monter plus que ça va descendre. Parce que maintenant que les partis d'extrême droite sont aux affaires, soit on aura un statu quo, soit on aura une légère montée, soit on aura une dégringolade. Mais en tout cas, il ne peut plus y avoir plus que ça. Et l'exemple de Giorgia Meloni nous montre, même l'exemple Geert Wilders en Hollande, l'exemple de Giorgia Meloni, disais-je, nous montre que une fois au pouvoir, les partis d'extrême droite perdent de leur superbe, perdent de leur puissance. Et d'ailleurs, je trouve encore Giorgia Meloni ou Matteo Salvini en Italie, bien qu'ils soient un peu, voilà, un peu moins incompétents, bien qu'ils soient un peu, voilà, la tête dans les nuages, ils sont un peu moins incompétents que ce qu'on a en France avec le Rassemblement national, dont je ne pense pas. Je pense qu'Emmanuel Macron, quoi qu'on dise paradoxalement, autant c'est un échec total actuellement, autant je pense qu'il a réussi son coup et qu'il va réussir son coup pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir dans 3 ans. Pas parce qu'il est un génie, mais parce que le Rassemblement national est dépourvu de compétences. Et ils vont maintenant le montrer, ils vont s'afficher aux yeux des Français et les Français se rendront compte que bah, ça ne va pas. Il y a ensuite, donc pour terminer, le pouvoir médiatique qui fera qu'un Gabriel Attal, un Édouard Philippe, ou toutes ces fabrications du système dont on nous dit qu'ils sont les personnalités préférées des Français, tout simplement parce qu'on leur donne plus d'exposition médiatique que les autres, tous ces foutriquets-là, voilà, on va s'arranger à ce que l'un d'eux ait la couverture médiatique possible, nécessaire, qui lui permet d'arriver en première place. Et ils vont évidemment mettre encore le Rassemblement national au devant de la scène, parce qu'on sait que les autres, il y a de la compétence ailleurs, il y a de la compétence ailleurs, mais la couverture médiatique, l'abattage publicitaire n'est pas le même. Ce qu'on appelle sondage en France, c'est
la présence dans les médias. Vous regardez les élections présidentielles en 2017 ou en 2022, vous voyez que c'est l'homme qu'on voyait le plus dans les médias. C'est pas un circuit de compétences ou de... Non, pas du tout. En 2017, on a dit Emmanuel Macron a une belle gueule, et les Français ont voté parce qu'il était jeune. Il avait une belle gueule. En 2000, on vient de nommer Gabriel Attal Premier ministre, on nous dit il est homosexuel. Voilà sa plus grande qualité. Il est homosexuel. Qu'est-ce qu'on en a assuré qu'il soit homosexuel? C'est son problème. Je ne me balade pas dans la rue en disant j'aime les ananas. C'est mon problème si j'aime les ananas. Quel est le rapport entre mon orientation sexuelle, mes goûts culinaires avec mes compétences à la tête de l'État? Donc, de bêtises en bêtises, vive la France.